Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de pays et quartiers de Nouvelle-Aquitaine intitulé Entreprendre pour un système alimentaire durable. Merci à chacun et à chacune de vous être connectés avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Alexia Michou et je suis chargée de mission démarche alimentaire de territoire chez pays et quartiers de Nouvelle-Aquitaine. Avant toute chose, quelques petites règles techniques. Seuls les intervenantes et intervenants lors de ce webinaire seront habilités à prendre la parole à l'oral. En revanche, vous pourrez tout à fait vous exprimer à l'écrit dans l'onglet chat. Et pour poser des questions, vous pourrez utiliser l'onglet questions prévu à cet effet et non l'onglet chat. Voilà, juste pour ces petites règles techniques. Une petite présentation de pays et quartiers de Nouvelle-Aquitaine avant de commencer. Nous sommes un centre de ressources sur le développement territorial à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes cofinancés et copilotés par l'État et la région Nouvelle-Aquitaine et existons depuis une vingtaine d'années au service de ceux qui créent du développement territorial dans la région. Nous avons deux cadres d'action spécifiques que sont la politique de la ville et la politique contractuelle territoriale. Et nous intervenons aussi de manière sectorielle à travers des thématiques que sont la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs, l'inclusion numérique, les démarches territoriales pour l'emploi et les démarches alimentaires de territoire qui nous rassemblent aujourd'hui. Dans le cadre des démarches alimentaires de territoire, nous sommes mandatés par l'État et la région au titre du pacte alimentaire pour une alimentation durable et locale à double titre. À premier titre, pour mettre en réseau les différents acteurs qui portent des démarches alimentaires et des projets alimentaires de territoire. Et à un second titre, pour contribuer à l'effort de sélection et de valorisation d'indicateurs socio-économiques qui pourront nourrir les différents financements de la région. Et c'est bien ce dernier sujet qui nous rassemble aujourd'hui, puisque depuis 2014, la région Nouvelle-Aquitaine a financé plus de 261 initiatives de part et d'autre de la région en faveur d'un système alimentaire durable. Alors après 6, 7, voire plus années d'expérimentation de ces initiatives, la région a souhaité en savoir plus sur qu'est-ce qui faisait qu'elles marchaient bien, quels étaient les freins et leviers à leur développement, quels étaient leurs facteurs de succès. C'est ce que donc elle a fait en 2021 en demandant une étude à Vertigolab et l'association Let's Food sur donc la qualification de ces différentes initiatives. De cette étude, a permis à la région d'en savoir un petit peu plus sur ces différentes initiatives. Comme je l'ai dit, quels étaient les freins et leviers à leur développement, quelles étaient leurs typologies, et aussi de pouvoir ressortir des indicateurs pour mieux évaluer l'impact supposé positif de cette initiative sur un système alimentaire durable, avec, et vous le verrez, le développement d'outils qui seront bientôt mis à disposition des porteurs de projets pour pouvoir, en toute autonomie, évaluer leur utilité sociale et écologique et leur contribution à un système alimentaire durable. Ensuite, suite à cette étude, pour valoriser ces enseignements, la région a souhaité que PQNA valorise ces enseignements. Et c'est ce que PQNA a fait à travers la réalisation d'une publication d'une vingtaine de pages que vous avez sans doute dû voir sur le site de pqna.fr et que ma collègue Maïwen Oden vous met en direct dans le chat. Cette publication a vraiment vocation à être diffusée le plus largement pour partager les bonnes pratiques éprouvées sur le terrain qui ont vocation à faire advenir ce système alimentaire durable. Aujourd'hui, donc autour de ce sujet, nous aurons au menu du jour, si j'ose dire, 30 minutes avec Amélie Coll, donc co-autrice de cette étude sur les bonnes pratiques, qui nous présentera l'étude pendant une vingtaine de minutes. Et ensuite, vous aurez la possibilité d'avoir un échange avec elle pendant 10 minutes de questions-réponses. Puis nous enchaînerons avec environ un temps de 45 minutes avec 3 témoignants qui portent des initiatives qui ont permis de nourrir cette étude et qui comprend aussi un temps d'échange avec eux. Et enfin, nous aurons un temps de clôture institutionnelle où vous pourrez comprendre quelle est la position des différents acteurs, que ce soit État, région ou Banque des territoires, sur ce sujet.
Eh bien, je vous rappelle simplement que si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'onglet chat, questions qui se trouve à votre droite, à la droite de l'écran. Et c'est parti, donc on va pouvoir commencer avec l'intervention d'Amélie Coll, qui va pouvoir monter sur scène pour nous présenter les résultats de l'étude. Merci beaucoup pour l'invitation et la participation à ce webinaire. Alors, je partage mon écran et je pense que normalement, vous devriez l'apercevoir à présent. Alors oui, on voit la présentation, oui, tout à fait. Très bien, merci beaucoup. Et merci encore pour l'invitation. Donc, je suis Amélie Coll, consultante et manager à Vertigolab. Vertigolab, en 2 mots, on se définit comme un bureau d'études et de recherche spécialisé en économie de l'environnement. On est basé à Bordeaux, on est aujourd'hui une quinzaine de consultants au profil pluridisciplinaire, économistes, ingénieurs, agronomes. Et notre cœur de métier, c'est l'évaluation d'impact qu'on met au service d'acteurs publics et privés pour les accompagner dans leur stratégie de transition, de transformation. Voici pour Vertigo, et on en a donc réalisé ce travail avec Let's Food main dans la main, donc l'association Let's Food fondée à la fois par Anna Fauché et Louison Lançon, qui malheureusement ne sont pas disponibles aujourd'hui, mais voilà, je porte notre voix commune. Et donc Let's Food qui accompagne les territoires dans la mise en place de systèmes alimentaires en s'appuyant notamment sur la coopération et l'échange de bonnes pratiques. Voici pour les présentations. Pour resituer et préciser peut-être donc, les objectifs de l'étude annoncée par Alexei, donc, qui nous a été confiée, l'objectif premier donc, était effectivement de capitaliser sur ces pratiques à forte utilité sociale et écologique en faveur d'un système alimentaire durable et solidaire en Nouvelle-Aquitaine, avec également cette ambition d'objectiver l'utilité sociale et écologique et identifier ces facteurs de succès des projets à fort impact territorial, et ce pour améliorer les dispositifs d'accompagnement proposés par la région. Donc, en bref, l'objectif était de réussir à comprendre comment ces initiatives alimentaires durables et solidaires de Nouvelle-Aquitaine concilient utilité sociale, activité économique, préservation de l'environnement et contribution au système alimentaire territorial. Voilà, un vaste sujet, un beau défi que nous avons essayé de relever à travers la méthodologie suivante. Voici comment nous avons procédé. Donc, cette étude a duré un petit peu plus d'1 an, avec 2 grandes phases. Une première phase d'état des lieux de ces initiatives alimentaires durables et solidaires, en plusieurs étapes. Premièrement, recenser. Donc Alexia le précisait également tout à l'heure, avec ces 261 initiatives, nous avons construit une base de données. Puis ensuite, nous avons cherché à caractériser ces initiatives, et notamment à travers une enquête en ligne. Et enfin, on s'est attelé à l'évaluation, à l'appréciation de l'utilité sociale et écologique d'un panel de projets, 9 plus précisément, à travers des entretiens et ateliers de travail, et on les remercie encore pour le temps accordé. Et une deuxième phase de préconisation, où là, à partir de l'identification des facteurs de succès et des leviers, nous avons cherché à formuler des préconisations donc, pour contribuer à l'ajustement des dispositifs de la région. Toujours peut-être sur ces points de méthodologie, voilà, je commençais à citer quelques termes. Il y a 2 notions vraiment centrales que nous avons abordées dans cette étude. Premièrement, cette notion de système alimentaire durable. Voilà, je pense qu'autour de la table et de ce webinaire, tout le monde est plus ou moins familier avec cette notion, et on s'est donc appuyé particulièrement sur la définition posée par Nicolas Brica, et qui vient mettre en évidence à la fois l'importance de l'environnement dans cette définition des systèmes alimentaires durables. Il s'appuie également sur des notions de modèle économique, d'accessibilité, de cohésion sociale. Et une deuxième notion importante également, et au cœur de cette étude, celle de l'utilité sociale et écologique. Alors celle-ci ne dispose pas aujourd'hui de définition officielle. L'approche de l'utilité sociale a fait l'objet de davantage de travaux. On a pu s'en inspirer notamment, et concernant vraiment cette notion, ce terme d'utilité sociale et écologique, dans le cadre de cette étude, on s'est inscrit dans le cadre de la théorie du donut, qui vient poser un plancher social de contribution aux besoins essentiels et un plafond environnemental de respect des limites planétaires, ce qui nous a poussé à adopter une vision multidimensionnelle de la valeur créée, donc à travers 4 dimensions: sociale, sociétale, économique et environnementale.
Et pour conclure sur cette notion, on s'est vraiment appuyé et on a considéré que l'utilité sociale et écologique s'intéresse à ce qui est fait, donc les actions, ce qui est produit, les résultats, comment on le fait, donc les processus, et ce à quoi on contribue, les impacts. Toujours pour continuer de poser un petit peu la méthodologie et le cadre, donc 2 notions, ce qui nous a poussé à développer 2 grilles d'analyse. Premièrement, pour caractériser cette utilité sociale et écologique, et également pour apprécier la contribution à un système alimentaire durable et solidaire. Ces 2 grilles d'analyse constituées, on a réellement cherché à les connecter et à ainsi identifier comment ces initiatives et leur utilité sociale et écologique viennent contribuer au système alimentaire durable et solidaire du territoire. Pour rentrer à présent dans les résultats de l'étude et vous partager les principaux éléments de manière assez concise néanmoins. Donc je le disais, premièrement, on a cherché à recenser donc 261 initiatives auxquelles ont été envoyés un questionnaire. 73 d'entre elles ont gentiment, et on les remercie encore, accepté de répondre à ce questionnaire. Ce qui est ressorti de ce premier travail de recensement et d'enquête, c'est vraiment une forte diversité de ces initiatives. Et sur l'ensemble des maillons du système alimentaire, on avait vraiment une représentativité de l'ensemble des maillons, une forme associative majoritaire qui structure ces initiatives. 2 points saillants peut-être, l'implication des parties prenantes, vraiment comme un enjeu et un engagement fort de ces initiatives. Et un point qui a été aussi un point de difficulté pour nous dans le cadre de cette étude, le manque de données environnementales sur ces initiatives et sur les impacts liés à ces projets. Donc, recenser, premièrement, c'est ce que nous avons cherché à faire, et ensuite caractériser. Et donc, à partir de ce questionnaire, de ce recensement, on a cherché à caractériser les initiatives en construisant une typologie. Donc, 5 types d'initiatives alimentaires durables et solidaires que vous voyez ici à l'écran. Alors, cette typologie, forcément, recouvre une diversité vraiment de projets et d'initiatives. Certains vont se retrouver dans plusieurs types à la fois, mais en général, on identifie quand même une dominante, et cette typologie a été construite notamment et surtout par rapport à l'identification des facteurs de succès, mais aussi des enjeux et des freins, pour pouvoir identifier plus facilement les bons leviers à activer en face des spécificités de chacune de ces initiatives. Donc, je vais à présent parcourir les différents types, donc ces 5 types que nous avons constitués. Premièrement, ce type 1 que nous avons appelé donc les tiers-lieux nourriciers, donc ces lieux alimentaires hybrides et collectifs, caractérisés par des activités multiples. On y observe vraiment l'ensemble des maillons du système alimentaire et même au-delà du système alimentaire, puisqu'on peut y trouver des activités, par exemple, liées à la low-tech. Ce type-là, ces initiatives sont caractérisées par ce modèle économique qu'elles sont en train de construire et qui, pour certaines, est encore en recherche de construction, si je puis dire, et également une forte dépendance au bénévolat. En matière d'impact et de contribution au système alimentaire, on observe vraiment un impact prioritaire sur la dimension sociale et sociétale à travers la création de liens, l'animation. Des effets également sur la dimension économique à travers, par exemple, la mise à disposition d'outils de transformation, de lieux de commercialisation. Sur la dimension environnementale, des effets un peu plus indirects à travers le soutien à une production locale et durable, et aussi la sensibilisation des consommateurs. Voilà, donc plusieurs exemples qui apparaissent aussi sur la diapositive. Je sais que le temps est contraint, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais on aura aussi les témoignages qui permettront de rentrer un peu plus dans le détail. Le deuxième type, donc des coopératives visant à créer des emplois durables et favorisant l'entrepreneuriat. Donc ici, des initiatives collectives à création de valeur économique locale, de la même manière qui concerne plusieurs maillons du système alimentaire et avec une spécificité liée à leur structure juridique relevant de l'ESS, où on y retrouve des SIC, des CAE par exemple. En termes d'impact et de contribution au système alimentaire, premièrement, prioritairement, vraiment la dimension économique avec cette ambition de création d'activités économiques localement. La dimension également sociale et sociétale, on a pu observer des ambitions dynamiques de gouvernance coopérative et un ancrage territorial qui constitue à la fois un facteur de succès et un enjeu. Et enfin, concernant la dimension environnementale,
des éléments plus indirects à travers la sensibilisation et l'engagement aussi, parfois très fort, porté par ces acteurs. Concernant le type 3, donc les structures d'insertion professionnelle, où on y retrouve notamment les SIAE, donc les structures de l'insertion par l'activité économique, mais aussi d'autres pratiques, d'autres structures aux pratiques sociales avancées. Une diversité d'activités aussi, on a principalement observé tout de même des activités liées à la production agricole, au maraîchage et à la gestion des biodéchets. Ce type est caractérisé notamment par la concurrence face aux acteurs classiques à laquelle ils sont confrontés et doivent faire face. En termes d'impact et de contribution au système alimentaire, la première dimension concernée est vraiment la dimension sociale et sociétale de manière logique, si je puis dire, à travers cet accompagnement socio-professionnel des personnes et notamment des personnes éloignées de l'emploi et donc cette ambition de création d'emplois, qui forcément également génère des effets économiques à travers la création d'activités localement. Et de la même manière que pour le type 2, des impacts aussi sur la dimension environnementale à travers de la sensibilisation et l'engagement aussi de ces acteurs et parfois à travers même leur activité qui vise à préserver l'environnement, à diminuer l'empreinte environnementale de certaines activités. Le type 4 à présent, donc les circuits de vente alternatifs, qu'on a pu appeler parfois ces intermédiaires conscients à impact social, économique et écologique, qui constituent une alternative à la grande distribution, caractérisée par des ventes à très faible marge, qui donc est au cœur de leur modèle et qui contribuent aussi à ces impacts et contributions au système alimentaire, puisqu'il y a cette volonté par rapport à la dimension économique, donc de rémunérer au juste prix les producteurs, et en même temps, par rapport à cette dimension sociale et sociétale, de rendre accessible une alimentation locale, saine et de qualité. Sur la dimension environnementale, des effets très clairement à travers le soutien à une production agricole locale, durable, et également la dimension liée aux circuits courts, donc de réduction de l'empreinte transport. Enfin, le type 5 est le dernier type, donc les projets et démarches alimentaires territoriaux, donc des démarches portées par les territoires avec des objectifs clairs de relocalisation de l'alimentation et vraiment des caractéristiques en termes d'exigences et d'objectifs qui sont très clairement établis. En matière d'impact et de contribution au système alimentaire, sur la dimension sociale et sociétale, on y observe de la gouvernance ouverte, de la coordination territoriale, des actions de sensibilisation aussi importantes. La dimension environnementale prend une place aussi également importante dans ces initiatives, avec un soutien fort à la production agricole locale et durable. Et sur la dimension économique, un soutien à ces activités et initiatives locales, forcément. Voici pour ce panorama rapide de la typologie que nous avons pu dresser et que vous pourrez aussi retrouver de manière plus approfondie dans la publication citée par Alexia précédemment. Une fois qu'on a pu poser ces éléments, et pour l'alimenter également, on s'est intéressé donc à 9 initiatives en particulier qui ont bien accepté de faire l'objet d'études de cas. Donc voici des petits extraits sur la diapositive, parce que c'est trop long de rentrer dans les détails, mais donc pour chacune de ces initiatives, on a ensemble cherché à qualifier, caractériser leur activité, leur modèle, et à travers les différentes dimensions. On a également travaillé avec leurs parties prenantes et sondé leurs parties prenantes pour venir identifier les dimensions peut-être qui étaient le plus perçues par ces parties prenantes et aussi leur avis sur la contribution de ces initiatives. On a mis en évidence également des éléments et des chiffres clés concernant la contribution de l'activité sur les différents maillons du système alimentaire et sur ces différentes dimensions de durabilité. Pour donner de petits exemples sur la dimension économique, par exemple, on s'est attaché à identifier la richesse créée par ces initiatives sur le territoire et sur l'emploi, notamment les emplois soutenus. C'est comme ça que, par exemple, et pour donner l'exemple peut-être de VRAC, on a pu identifier que le nombre d'emplois soutenus par VRAC sur le territoire était supérieur à la moyenne de son secteur d'activité. Et voici, vous trouvez des petites captures d'écran et notamment aussi des éléments de retour des parties prenantes. C'est le petit nuage de mots en bas de la fiche qui apportait beaucoup d'éléments aussi qualitatifs et de récits.
Pour conclure, donc, je parlais de grilles, et donc de 2 grilles sur lesquelles nous nous sommes appuyés pour travailler aussi à ces fiches de ces 9 initiatives. Donc on a développé ces grilles avec Let's Food qui sont très denses, et ce travail avec PQNA et la région notamment nous a semblé intéressant, donc à retravailler et à simplifier pour mettre cet outil à disposition. Donc un outil d'auto-évaluation de son utilité sociale et écologique et de sa contribution au système alimentaire territorial, qui prend la forme d'une grille Excel qui sera bientôt rendue disponible, comme le précisait Alexia en début de webinaire. Donc c'est un outil qui se veut simple, à destination des porteurs de projets, mais également des collectivités qui vont accompagner et suivre les projets et initiatives. Cet outil cherche à permettre donc aux porteurs de projets et aux collectivités de se positionner, se questionner premièrement, notamment à travers l'identification de leviers activables face aux critères de l'utilité sociale et écologique, également à s'auto-évaluer à travers des indicateurs qualitatifs et quantitatifs dans la mesure du possible et en fonction des données disponibles, puisque c'est vraiment l'un des enjeux dès qu'on souhaite s'intéresser à son impact, à la mesure de ses effets. Et enfin, visualiser sa contribution au système alimentaire durable du territoire. Donc en bas de la diapositive, vous avez quelques captures d'écran, certainement très petites, mais qui permettent d'illustrer un petit peu la structuration de cet outil avant qu'il vous soit rendu disponible. Voici, merci beaucoup pour votre écoute et avec plaisir pour répondre aux questions s'il y a. J'essaie de faire très concis. Oui, merci beaucoup Amélie pour cette présentation qui a été extrêmement claire et qui a été un exercice pas évident de résumer une étude de plusieurs, quasiment une centaine de pages en quelques minutes. C'est l'exercice aussi auquel s'est prêté PQNA. Du coup, voilà, j'avais pas la publication tout à l'heure, mais on me l'a apporté en coulisses. Voilà, la publication de 20 pages que vous aurez tout loisir de consulter, soit en format numérique, soit en format papier si vous participez aux événements de PQNA. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, dans l'onglet questions, pardon, si vous en avez. Amélie Coll est là pour répondre à vos questions sur la méthodologie, sur l'étude pendant encore une dizaine de minutes. Moi, j'en avais une parce que j'ai vu passer dans le chat que effectivement, en ce moment, il y avait des conditions économiques, sociales, environnementales particulières. Vous êtes tous bien évidemment très au fait là-dessus. Je voulais savoir si quand vous avez interrogé plus précisément les 9 initiatives, elles vous ont fait part justement des difficultés particulières liées au Covid et que ça a pu mettre en danger le déploiement de leur initiative. Merci. Alors effectivement, on a en plus mené cette étude sur une période particulière juste après cet épisode-là. Et très clairement, pour certaines d'entre elles, elles ont beaucoup souffert de la période du Covid, mais comme beaucoup aussi d'acteurs autres liés, j'ai envie de dire, à la restauration, par exemple, et au système alimentaire. En termes de difficultés aussi par rapport au contexte économique, c'est vrai que par rapport aux points principaux qui sont ressortis, on a cet enjeu de l'accès au financement, de la connaissance aussi des financements et des guichets qui sont existants, de la simplification. Voilà, je pense qu'aussi peut-être les témoignages ensuite reviendront sur ces éléments. Mais c'est vrai que c'était un des points principaux qui est ressorti avec d'autres difficultés aussi, par exemple liées au foncier. Ok, merci beaucoup. Effectivement, sur l'accès au financement, juste pour dire qu'on a, dans la publication, essayé de faire avec la région un recensement le plus exhaustif possible des financements qui permettaient à ce genre d'initiative d'être financés et déployés dans la publication, dans les dernières pages. Donc, n'hésitez pas à aller la consulter. Ça pourra toujours être utile. Et j'avais une autre question sur... est-ce que vous avez aussi eu l'occasion d'échanger avec les initiatives, soit dans les réponses aux questionnaires, soit dans les entretiens, sur l'utilité pour elles de justement conduire une évaluation sur leur utilité sociale et écologique, quand on peut se dire souvent, quand on est dans entre guillemets le feu de l'action, on n'a pas forcément le temps de prendre du recul sur ce qu'on fait. Vous, en tant que consultante, est-ce que vous pourriez nous dire votre avis là-dessus, enfin déjà votre avis là-dessus, et puis aussi ce que les initiatives, enfin les porteurs d'initiatives plutôt eux-mêmes et elles-mêmes vous ont dit?
Bien sûr, merci pour la question. Alors ce qu'on a souvent l'habitude de dire aussi à Vertigolab, c'est que mesurer pour mesurer, ça n'a que peu d'intérêt. Donc mesurer doit s'inscrire plutôt dans une démarche ensuite d'amélioration pour venir identifier les leviers et pistes pour maximiser son impact et son ancrage aussi territorial et les retombées sur les différentes dimensions. Donc voilà, ça c'est en tout cas notre position à Vertigolab où voilà, la mesure au service, disons, d'autres choses. Et je pense que c'est ce qu'on a aussi retrouvé lors des échanges avec différentes initiatives, qui, en se prêtant au jeu aussi, avaient cette curiosité de la mesure de l'utilité sociale écologique et de la contribution au système alimentaire. Dans cette envie de s'améliorer, d'identifier quelles peuvent être les pistes d'amélioration sur telle ou telle dimension, peut-être identifier des leviers non connus et qui pourraient vraiment avoir un effet sur le territoire. Et un autre intérêt aussi, qui est de disposer d'éléments assez factuels, chiffrés dès que possible, traduisant leurs effets pour pouvoir le justifier auprès à la fois de leurs parties prenantes, mais aussi, on y revient dans le cas de démarches et de demandes de subventions ou de financement, de pouvoir quelque part justifier vraiment de leurs effets, de leurs retombées sur le territoire. Je crois et j'espère que notamment pour ces initiatives, les quelques éléments qu'on a réussi à mettre ensemble en évidence sur leur utilité sociale et écologique, la contribution au système alimentaire, a pu resservir dans leurs propres documents ensuite. Oui, merci beaucoup. Effectivement, je pense que il y a effectivement deux enjeux. Bon, je vais pas peut-être préempter sur ce qui va se dire qui va être dit par les porteurs de projets ensuite, mais effectivement, il y a l'enjeu d'amélioration de sa propre initiative, et puis il y a aussi l'enjeu de prouver qu'on a un impact positif et de donner à voir que son initiative a un impact positif, social et environnemental sur le système alimentaire durable. Simplement, j'avais une question parce que dans les initiatives, on parle bien d'initiatives, donc c'est-à-dire qu'il y a des structures qui ont créé de nouvelles, qui existent depuis parfois plus d'une dizaine d'années, qui ont créé des initiatives récemment, mais qui ont en fait, qui existent depuis longtemps, donc peut-être qui ont plus de recul sur l'évaluation que certaines autres qui sont plus récentes. Est-ce que vous avez eu l'occasion de faire cette distinction-là, de voir si certaines structures qui existaient depuis un peu plus longtemps avaient déjà elles-mêmes mis en place ce genre d'évaluation ? Effectivement, c'est quelque chose qu'on observe aussi plus globalement sur d'autres sujets ou d'autres études, cet enjeu de la prise de recul. Donc effectivement, dès lors qu'on a des initiatives qui sont très récentes, 1 an ou parfois moins d'1 an, c'est très compliqué d'aboutir à la mesure, et parce que c'est également tout à fait normal, parce qu'il y a d'autres enjeux et d'autres priorités que de collecter de la donnée, de poser des indicateurs, parce que ça peut être assez lourd, ce suivi et cette collecte d'informations. Et dès lors qu'on a un petit peu plus de recul, un peu plus d'ancienneté, on a plus facilement accéder à des données et informations, et aussi dès lors que, et c'est le cas pour certaines initiatives, qui avaient effectivement des démarches déjà de mesure et en tout cas d'intérêt liées à la mesure d'impact. C'est notamment le cas de coaction où voilà, on a pu avoir des échanges très intéressants parce que déjà beaucoup de questionnements existants sur ce sujet. Ok, merci beaucoup. Je vois qu'il y a des questions dans le chat, donc je vais essayer de les prendre. Une question sur les définitions. Effectivement, système alimentaire durable, utilité sociale écologique. Vous avez fait un effort de clarification tout à l'heure. Vous aviez dit effectivement qu'il n'y avait pas de définition, ou en tout cas de consensus sur ce qu'on entend par utilité sociale et écologique. Alors quelqu'un pose carrément les pieds dans le plat et c'est très bien. Faut-il que chacune ou chacun s'attelle à trouver ses propres définitions, comme vous l'avez fait pour l'étude, ou ne pourrait-on pas s'accorder sur des définitions de référence ? Est-ce que, Amélie, vous voulez répondre à cette question ? C'est une excellente question, on se l'est posée aussi. Alors, notre côté peut-être très rigoureux et scientifique voudrait à ce qu'une définition commune aboutisse et soit posée, et aiderait aussi à clarifier et à parler tous des mêmes choses. Après, on croit aussi que c'est important que chacun, et notamment sur l'utilité sociale et écologique, se fasse sa propre définition. Et puis, on va le voir aussi à travers la grille.
il y a une telle diversité d'initiatives que les indicateurs et les critères qui vont traduire l'utilité sociale et écologique de certaines initiatives ne pourront pas être les mêmes pour d'autres. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de poser un chapeau de ce qui pouvait, selon nous, constituer l'utilité sociale et écologique, mais forcément, chaque initiative et projet devra quelque part faire sa propre définition, en tout cas définir sa propre utilité sociale et écologique. Entendu, merci beaucoup. J'ai vu passer une autre question sur est-ce que vous avez vu passer du coup beaucoup d'initiatives? Est-ce que vous avez identifié des maillons du système alimentaire sur lesquels il n'y avait pas ou peu d'initiatives? Alors, on s'attendait à ce qu'effectivement certains maillons soient peut-être sous-représentés, mais honnêtement, on a vraiment une belle représentativité des différents maillons, en tout cas sur les initiatives que nous avons recensées, avec une légère surreprésentation du maillon lié à la production agricole. Mais vraiment, sinon, on est sur une représentativité très, très équilibrée. Sur peut-être là où on a vu le plus de différences par rapport à cette phase d'enquête et de recensement, c'est plutôt des différences géographiques avec une surreprésentation un petit peu plus sur le département de la Gironde, puisqu'on s'intéressait à la Nouvelle-Aquitaine. Mais en tout cas, au niveau des maillons, non, vraiment, c'était très, très équilibré. Ok, bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et en plus, aujourd'hui, vous allez voir dans quelques minutes une initiative qui permet d'installer, enfin en tout cas qui permet d'accompagner l'installation de projets agricoles. Alors, peut-être juste une dernière question avant d'enchaîner justement sur les témoignages. Une question sur peut-être clarification. Donc, on a parlé des facteurs de succès de ces initiatives. Si vous pouviez, en une minute, je sais que c'est compliqué, mais résumer quelles sont les conclusions, enfin les principaux facteurs de succès de ces initiatives. Avec plaisir, et je ne veux pas trop empiéter sur ce qui pourra être dit ensuite, de manière très générale. Ce qu'on a pu observer, et alors avec des petites différences quand même sur les différents types, mais globalement, les facteurs de succès principaux observés sont premièrement l'ancrage territorial. Donc vraiment, dès lors qu'on a une initiative qui a réussi à construire avec son réseau local, ses différentes parties prenantes, et développer des liens forts avec son territoire et les acteurs en présence, voilà, une dynamique d'impact qui est plus importante. Un autre élément aussi qui a été remonté par les différents acteurs et entretiens, le portage et la volonté politique qui souvent aident à accélérer les choses. On parlait du foncier, notamment par exemple l'accès aux locaux dès lors qu'on est sur des débuts d'initiative, a pu constituer un facteur et un accélérateur. Et peut-être un dernier, on y revient souvent et je pense que les témoignages aussi, mais le financement, l'accès au financement et dès le début pour réussir à accélérer et parfois sortir de cette première phase où on s'appuie beaucoup sur du bénévolat qui est très chronophage et c'est compliqué, et on sait aussi que voilà, les bénévoles parfois peuvent venir à se fatiguer, et c'est un vrai enjeu dans le monde associatif. Voilà, réussir à activer des financements et un soutien, notamment public, a pu constituer un facteur de succès. Entendu. Merci beaucoup, Amélie, encore une fois, pour cette présentation et pour cette étude. Malheureusement, on n'aura pas le temps de prendre toutes les questions. En revanche, vous pouvez les garder. On les conservera. Je pense qu'Amélie, on pourra mettre son adresse mail si jamais vous avez des questions très précises. Il y aura aussi des questions qui seront sans doute répondues dans cette plaquette, donc n'hésitez pas à aller la consulter. On va tout de suite passer à la séance de témoignage. Donc, je vais inviter nos invités qui sont présents ici et puis nos invités qui sont présents en ligne à nous rejoindre. Allez-y, vous pouvez venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les quatre, d'être là. Je vais peut-être juste attendre que la Grange de Groppi nous rejoigne. Je vais présenter donc nos quatre intervenants. Donc on a à ma droite Cécile Marsan, qui est directrice générale de Coaction. Bonjour. Bonjour. On a en ligne, qui sont là, super, François Devost et Antoine Libert de la Grange de Groppi en direct depuis la Dordogne à Abja-sur-Bandia. Bonjour à vous et merci de nous avoir rejoints. Et enfin, Nicolas Trezeguet, coordinateur de VRAC à Bordeaux. Bonjour et merci d'être là. On va commencer par vous, Nicolas Trezeguet. VRAC,
Vrac pour vers un réseau d'achat en commun, c'est une association qui est née à Lyon il y a maintenant une dizaine d'années et qui a un peu essaimé dans les principales villes de France, dont Bordeaux, et qui a pour principale caractéristique de réaliser des groupements d'achat pour un public spécifique. Peut-être une question un peu provoque pour commencer. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas une épicerie comme les autres et à qui s'adresse votre offre? Ouais, merci Alexia. Bon, tu as dit beaucoup de choses. Donc Vrac Bordeaux, c'est quelle est notre offre et en quoi on se démarque. Ça part du constat, Vrac, que dans les quartiers populaires, quand on habite dans les quartiers populaires et qu'on souhaite bien manger, c'est un peu la triple peine. D'une part, les produits bio locaux sont environ 60% plus chers que les produits conventionnels. D'autre part, dans ces quartiers-là, on va pas trouver des petites épiceries fines, des marchés spécialisés bio. On a plutôt du hard discount. Et enfin, la troisième peine, c'est de l'ordre du ressentiment. C'est-à-dire que on est conscient, les habitants des quartiers populaires sont bien conscients que c'est important de bien manger, mais pour autant, ils n'ont ni les moyens géographiques et économiques de pouvoir y accéder. Donc voilà, c'est vraiment ce constat-là, cette triple peine que quand on veut bien manger dans un quartier populaire et qu'on habite dans un quartier populaire, c'est difficile. Pour ça, qu'est-ce qu'on a pensé? On a pensé un modèle d'achat groupé. Et là, pour le coup, c'est trois tickets gagnants l'achat groupé. Ça permet d'une part d'acheter sur des gros volumes et de faire baisser les coûts, de limiter également les emballages. Ça permet de limiter les intermédiaires pour mieux rémunérer les producteurs. Et enfin, ça permet, par l'achat groupé, de mettre en lien les gens et les producteurs pour recréer du lien social. Super, merci beaucoup. On va passer à la grange de Gros-Puy. Donc, Antoine et François, vous n'êtes pas du tout sur le même territoire que les quartiers politiques de la ville bordelais. Vous êtes même plutôt un milieu assez rural. En revanche, vous aviez à peu près la même ambition que Vrac, c'est-à-dire favoriser l'accessibilité alimentaire à toutes et tous, mais qui, au départ, vous m'avez dit au téléphone, a été plutôt un prétexte pour créer du lien social. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors on est un projet assez neuf, assez nouveau. On arrive dans le territoire il y a quelques années avec 5 initiateurs du projet là. Et on a voulu monter un projet un peu qui rassemblait un peu la population du territoire très local. Et en réfléchissant, on s'est dit quoi de mieux pour rassembler les gens en essayant de recréer un peu la boucle alimentaire et autour des savoir-faire et savoir-faire locaux. Il y en a encore beaucoup aussi qui sont présents mais peu connus. Et donc, on est parti sur ce thème-là et aussi le thème plus large des savoir-faire en fait. Donc, ça touche aussi l'alimentaire, mais ça peut aussi un peu déborder sur d'autres types de savoir-faire, quoi. Donc, pour nous, c'est plus un moyen de rassembler, de fédérer les gens qu'un choix au premier abord, quoi. Mais c'était, si je peux te compléter. Vas-y, ouais. Mais c'était aussi une envie de répondre à cette problématique d'accès à l'alimentation de qualité, aussi bien au niveau géographique, et en ruralité, c'est encore plus présent, qu'au niveau aussi des codes. Le bio renvoie des codes et des valeurs qui ne sont pas toujours celles des publics en situation de difficulté. Et aussi l'accès économique. Donc nous, c'est l'idée de rendre aussi la nourriture de qualité le moins chère possible, en diminuant les intermédiaires, en faisant pas de marge. Et on peut aussi acheter chez nous, dans l'épicerie, on a une épicerie sociale et solidaire, à moins 50% du prix affiché, si on a le besoin. Et ça, c'est cofinancé par les autres acheteurs qui achètent à 100%. Voilà. Donc on avait aussi cette volonté de répondre à cette problématique d'accès. Ok, merci. Juste pour que nos auditrices et auditeurs puissent se rendre compte, ça ressemble à quoi concrètement la grange de Gros-Puy? C'est combien d'hectares? Il y a quoi comme activité sur la votre grange, lieu? c'est un grand bâtiment en dur de 400 mètres carrés, plus une chèvrerie en plus de 300 mètres carrés et 10 hectares de terrain. Et en fait, la grange s'articule sur plusieurs pôles. On a le pôle épicerie, on a le pôle la zone agricole avec actuellement un chèvrier et des maraîchers qui s'installent, et un jardin collectif aussi. On a un espace avec des artisans, des espaces individuels d'artisans pour développer leur activité professionnelle. On a un atelier partagé qui est co-géré par 7 permanents. L'épicerie compte environ 200 familles adhérentes. On a un pôle atelier de transformation alimentaire qui est occupé de ce créer depuis 1 an, qui est en réflexion. Et on a aussi un projet de boulange qui est en cours aussi. Si j'ai rien oublié, je pense que c'est un peu tout ça, quoi. Tous les projets qui sont ensemble, quoi. Ok, super, merci beaucoup. J'ai entendu chèvrier, ce qui me fait
allié sur la thématique de l'agriculture. Et je me tourne donc vers Cécile Marsan, puisque à Coaction Agri, c'est ce que vous faites au quotidien. Vous aidez des entrepreneurs salariés agriculteurs à s'installer. Mais c'est pas ce que vous avez toujours fait à Coaction, puisque Coaction existe depuis 2007, si je me trompe pas, et Coaction Agri seulement, entre guillemets, depuis 2019. Alors, racontez-nous pourquoi est-ce que vous avez eu besoin, à un moment donné, de créer Coaction Agri? Alors d'abord, peut-être quelques précisions sur l'activité de Coaction. Coaction, c'est une coopérative d'activité et d'emploi, une CAE, et notre métier, c'est d'accompagner à la création, au test et au développement d'activités entrepreneuriales, et ensuite de pérenniser dans le cadre d'une entreprise partagée, puisqu'on a un statut coopératif, on est en SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, et donc dans l'entreprise partagée, les entrepreneurs mutualisent ce que nous, on appelle des fonctions support de comptabilité, gestion, accompagnement. En fait, c'est un modèle d'entrepreneuriat qui permet d'associer la sécurité via le test, le salariat et la protection sociale du salariat, et la liberté de l'entrepreneuriat, puisque en fait, chacun est autonome pour mener son activité comme il le souhaite. Et puis le tout dans une aventure collective coopérative, puisque on est sous format coopératif, et donc ce sont les salariés, les entrepreneurs salariés qui sont aux manettes de la gouvernance. Et donc aujourd'hui, Coaction, c'est une centaine d'entrepreneurs sur 3 départements, les Landes, la Gironde et la Dordogne, et on accueille diverses activités, voilà, ça marche plutôt bien. Et donc voilà, en 2019 et un peu avant, en fait, on avait de plus en plus de demandes de porteurs de projets agricoles, qui en fait donc des agriculteurs en herbe qui se frappaient à la porte de la coopérative parce que ils ne se retrouvaient pas dans les propositions d'accompagnement existantes, et même dans les statuts agricoles conventionnels ou dans les modèles économiques agricoles conventionnels. Et donc ils recherchaient à la fois de la sécurité, de l'accompagnement, du collectif, et d'ailleurs voilà, ces nouveaux agriculteurs aujourd'hui, ces nouveaux profils en fait constituent la plupart des agriculteurs qui s'installent, puisque 6 agriculteurs qui s'installent font partie de ces catégories de NIMA, non issus du milieu agricole. Et donc, en fait, voilà, avec la CAE, depuis un peu plus de 10 ans, avec la CAE et puis les CAE, puisqu'on est un réseau national de 150 coopératives, on œuvre à révolutionner le rapport au travail, le rapport à l'entrepreneuriat. Et avec Coaction Agri, nous, ce qu'on a voulu, c'est proposer une alternative à ces nouveaux porteurs de projets agricoles qui soit plus sécurisante et aussi plus respectueuse des humains et de la planète. Mais en vrai, voilà, au final, ce qu'on a fait avec Coaction Agri, c'est répondre aux besoins en fait de ces entrepreneurs-là, quoi. Ok. Merci beaucoup à tous les trois pour cette premier brossage de portrait de vos actions. Je vous propose d'aller maintenant sur un peu plus en profondeur sur les différentes actions que vous mettez en place sur les différentes dimensions, donc sociales, environnementales, sociétales et économiques, qui vous permettent de faire contribuer vos projets à un système alimentaire durable. Et on va retourner du coup à Via sur Bandia avec Monsieur Devost et Monsieur Libert. On a entendu pas mal le mot collectif depuis tout à l'heure. Vous, il me semble que vous avez beaucoup travaillé justement sur la gouvernance de votre association et sur le fait que vos différentes activités soient accessibles à toutes et tous. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous expliquer comment vous avez fait ça et quel impact ça a au final sur le fonctionnement de votre initiative et sur votre territoire? Oui, alors c'est vrai que pour nous, c'était une donnée fondamentale en dehors de la question alimentaire, c'était d'apprendre ou de réapprendre à fonctionner ensemble dans un projet comme le nôtre, où on mélange du citoyen et du professionnel, donc avec des temporalités, des envies, des budgets différents. Donc on a beaucoup bossé effectivement sur la gouvernance, on est sur un modèle sociocratique classique, je ne vais pas rentrer dans les détails, pour ceux qui connaissent, c'est un peu à la mode, mais on essaye de l'appliquer vraiment. Voilà, mais en tout cas, on met beaucoup de temps, c'est assez chronophage.
ne faut pas se le cacher, mais beaucoup de temps dans la cogestion du lieu, ce qui demande beaucoup de méthodes de préparation pour que tout le monde ait sa place, son mot à dire dans les prises de décision, les réflexions. Voilà. Et pour vous donner une idée, Antoine a cité un petit peu les activités proposées. Je crois qu'on est à 7 activités. Et dans chaque activité, on a des groupes de cogestion des espaces par les propres utilisateurs. Et puis, il y a des réunions globales. Ça fait beaucoup de réunions, beaucoup de prises de décision, mais ça permet à tout à chacun de prendre part au processus et à la gestion réelle de l'asso. On essaye aussi que les porteurs de projet ne soient plus les gestionnaires de l'asso, ce qui se fait en général classiquement dans l'associatif. C'est qu'on délègue au conseil d'administration, qu'on essaie de sortir de ce modèle-là. Voilà. Et actuellement, on est plus ou moins à 70 personnes à être actifs dans la cogestion du lieu. Voilà. Eh ben, bravo, effectivement, je pense que animer une dynamique de décision horizontale, c'est vraiment pas évident. Cécile Marsan, avec Coaction, vous faites ça depuis un peu plus longtemps, je pense. Comment ça se passe et quels en sont surtout les fruits sur le développement de votre activité et sur l'impact que ça a? Oui, alors nous aussi, hein, de par le statut coopératif, on consacre beaucoup de temps à la prise de décision, à la gouvernance. On est aussi, comme il en a parlé, il vient d'en parler, sur un modèle avec un conseil coopératif qui fonctionne sur les bases de la sociocratie. Voilà, ce dont je voulais vous parler, c'est sur cette question du système alimentaire durable. Nous, on est plutôt positionné sur l'amont. Et sur l'installation et l'accompagnement à l'installation, comme vous l'aurez compris. Et comme je le disais tout à l'heure, on s'est donné pour mission en fait de s'adapter aux besoins de nos porteurs de projets, mais aussi et surtout en fait de prendre en compte les attentes sociétales, notamment en matière de qualité des produits. En matière de pratiques respectueuses des pratiques environnementales et aussi de proximité avec les consommateurs. Et pour nous, c'est vraiment crucial. Et en fait, très concrètement, j'avais envie de vous parler d'un de nos entrepreneurs, David, puisqu'en fait, ça me semble bien illustrer la démarche de la coopérative. David, il fait partie de ces NIMA, non issus du milieu agricole, puisque en fait, il était ingénieur, chercheur, et il a fait une reconversion professionnelle à plus de 40 ans. Il a suivi une formation agricole, et en fait, lui, ses besoins, c'était notamment la sécurisation. Et en fait, c'est pour ça qu'il a choisi de passer par la coopérative, puisqu'il a pu tester son activité aussi bien au niveau technique qu'au niveau entrepreneurial. Et donc, le test est approuvé puisque voilà, dès le mois prochain, il va pouvoir signer son contrat d'entrepreneur salarié associé. Mais la sécurisation, elle vient aussi du fait de l'accompagnement des porteurs de projets. Et puis, il a pu, grâce en fait à ce modèle, se consacrer pleinement à son activité de maraîcher, en allégeant sa charge mentale sur l'administratif, la paperasse et même la certification, puisqu'en fait, on mutualise tous ces aspects-là au sein de la coopérative, ce qui allège la charge mentale, mais aussi le porte-monnaie, puisqu'en fait, à plusieurs, ça coûte moins cher. Et ensuite, en fait, ce qu'il a attiré dans cette démarche-là, c'est en fait la visibilité sur son activité, puisque c'est sa seconde vie professionnelle. Il avait, comme beaucoup d'entrepreneurs en coopérative, surtout connu du salariat. Et ce qui fait peur quand on se lance entrepreneur, mais ça de manière générale, pas forcément dans l'agriculture, c'est l'insécurité. Voilà, ça génère des inquiétudes. Et en fait, avec le contrat d'entrepreneur salarié associé, eh bien, il a une visibilité sur sa rémunération à moyen et long terme. Et en plus, grâce à la protection sociale du salariat, il cotise au chômage, à la retraite, et c'est vachement plus sécurisant. Et puis, ça lui a permis
Là, aujourd'hui, il va passer salarié et donc il est maraîcher. Il élève des poules, donc il peut vendre des œufs aussi. Et après, il a aussi une activité d'entretien de jardin et donc il a pu tout combiner. Et comme ça lui a permis en fait de grossir un petit peu son chiffre d'affaires et de sécuriser son revenu à partir de ces différentes activités. Et voilà, donc c'est un entrepreneur un peu, voilà, c'est un peu typique qui va illustrer notre démarche. Et en plus, ce qui est chouette avec ce projet, c'est qu'il s'installe là dès le mois prochain. Donc, il est passé par un espace test où on ne peut rester que 3 ans. Et pour son installation, en fait, il a identifié une ancienne propriété viticole sur laquelle en fait le propriétaire a arraché pas mal de plants de vignes et a envie de soutenir de nouvelles démarches sur son territoire de production vivrière. Et donc il met à disposition du foncier, des bâtiments, du matériel à plusieurs porteurs de projets, dont David, qui lui va s'installer et n'aura que à louer en fait du matériel et de la terre. Et c'est en fait ce nouveau modèle d'installation qu'on aimerait promouvoir et déployer en fait, puisque on y croit, on a envie de le défendre et il nous semble vraiment durable. Oui, j'imagine que ça suscitera pas mal de questions tout à l'heure, ce nouveau modèle. J'ai entendu du coup sécurité de l'entrepreneur et en même temps autonomie, ce qui me fait penser du coup à VRAC, qui essaie de, si je me trompe pas, enfin si je l'exprime bien, de changer un peu de modèle pour accéder à l'accessibilité alimentaire et faire en sorte que on ait vraiment toutes et tous accès à une alimentation en toute autonomie. C'est votre nouveau cheval de bataille après avoir éprouvé pendant de nombreuses années un certain modèle. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc VRAC, vous l'avez compris, c'est travailler sur une offre accessible. Mais on s'est rendu compte en 2020 que ça suffisait pas, qu'il fallait aussi travailler, accompagner la demande, accompagner les changements de pratiques alimentaires. Et 2020, c'était aussi pour les équipes VRAC une prise de conscience sur les enjeux climat, environnemental. Et on s'est dit, mais c'est quoi notre contribution à nous sur cette thématique d'atténuation et d'adaptation aux enjeux de changement climatique. Donc on est allé voir quelques chiffres, on s'est rendu compte que 50% de l'empreinte carbone liée au geste individuel était liée à notre régime alimentaire, donc ça pesait beaucoup, énormément même. On s'est rendu compte également que sur ces 50%, il y avait les 3/4 qui étaient liés à la place de la viande, notamment de la viande des ruminants, donc bovins, mouton, agneau, et que voilà, du coup il y avait un axe là pour nous important qui était de travailler sur la place de la viande rouge dans l'alimentation des publics qu'on touche. Et donc on s'est dit voilà, on va travailler ce champ-là à notre manière, mais du coup avec en essayant d'être le plus pertinent et percutant sur l'endroit où on va travailler l'axe de sensibilisation, parce que c'est un sujet quand même bien complexe et qui vient remuer beaucoup de choses de représentation qu'on peut avoir sur l'alimentation. Donc on est allé chercher d'autres acteurs, d'autres associations qui travaillent sur ces questions-là avec un angle un peu différent, en tout cas sur la sensibilisation en lien avec l'alimentation. Donc quelques-unes comme CapScience, YGRAIN Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc pour avoir des compétences un peu diverses, on a créé un collectif qui s'appelle Acclimataction, et donc on a testé des outils de sensibilisation individuelle. Donc il y a plusieurs axes. Il y a un axe sur l'outil de cuisine par le faire, par la pratique. Comment par les sens, le fait de manger, le fait de toucher, de sentir, ça crée des choses et on se rend compte que voilà, on peut cuisiner moins de viande et que c'est quand même bon, que c'est quand même joli, et c'est quand même tout ça. Donc voilà, l'axe par la cuisine. Un autre axe qui était de travailler par un outil de sensibilisation par la formation, assez classique et conventionnel. Donc là, des outils de vulgarisation des enjeux de climat à l'assiette. Donc là, c'est un kit de formation en 4 ateliers. Et un dernier support qui nous est sortir un peu de notre cadre habituel, où on vient travailler sur des outils marketing. Donc on a lancé une campagne d'affichage sur la place de la viande dans l'alimentation, et du coup plutôt axé sur les quartiers populaires, toujours notre cible cœur. Voilà, donc ça c'est Acclimataction, et on en est arrivé là. Et là aujourd'hui on est en train de se dire, voilà, l'enjeu individuel il est là, mais il suffit pas. Comment on peut aller plus loin sur un enjeu plus collectif sociétal? J'en parlerai après peut-être. On en parlera après, oui, effectivement. Merci beaucoup. Alors peut-être dernière session de questions, excusez-moi. Je me tourne encore une fois vers la Grange de Grospuits.
Quelles sont les suites pour votre projet? Et aussi, autre question, quel est selon vous, alors vous êtes une initiative un peu plus jeune, mais quel est selon vous l'intérêt de réaliser son évaluation d'utilité sociale et écologique? Alors, pour la première question, les suites, bien, l'idée, c'est que ça vive et que ça continue à évoluer. Alors, nous, on est vraiment dans un profil de projet bénévole. On est volontairement dépendant du bénévolat. Donc, ce n'est pas une dépendance, mais en tout cas, c'est une dépendance volontaire. Donc, c'est qu'on assure le turnover, qu'il y ait du renouvellement, que ça vive et que ça perdure. Et l'envie aussi, c'est que réellement, les porteurs de projets sortent du portage. Ça, c'est l'ambition de cette année. Enfin, c'est un processus de 3 ans, mais et que donc, c'est en processus, il y a une quinzaine de personnes qui rejoignent ce groupe-là pour créer du lien et pas gérer l'assaut, hein, créer du lien et mettre tout ça en musique. Et donc, le projet évoluera avec ces gens-là. Donc, l'évolution ne dépendra plus de nous, donc on ne prévoit plus rien. Il y a encore des espaces disponibles, il y a de la terre disponible et ce sera construit par les gens qui rejoindront le bateau. Donc, ça, c'est l'envie pour l'évolution. Et après, la deuxième question sur l'évaluation des impacts, c'est une question assez complexe. Ce qu'on peut vous partager, c'est que nous, on est surpris par le monde qui vient ici. Enfin, voilà, tous les espaces commencent à déborder de personnes, ce qui est super. Il y a une forte adhésion aussi à la cogestion, donc ça, c'était un peu une question qu'on se posait, et au final, on a au moins un quart des adhérents qui participent à la cogestion du lieu, ce qui pour nous, on trouvait ça pas mal, en tout cas voilà, dans l'investissement. Après, au niveau de l'impact c'est assez complexe, hein. On crée du lien et les gens viennent pour le lien, donc ça, on trouve ça fort intéressant au niveau du... Je vais vous donner un petit exemple. Au niveau du jardin partagé, on a une moyenne d'âge de 60 ans, 70 ans. Donc, c'est des gens qui cultivent ensemble, enfin, cultivent, produisent, entretiennent, récoltent et partagent les récoltes. Et il y a 27 personnes qui sont là pour cultiver ensemble toute l'année. Et la plupart nous disent à chaque fois en fin d'année, quand on parle des récoltes, qu'en fait, ils ne viennent pas pour les récoltes, ils viennent pour le lien. Finalement, ils viennent pour partager du temps ensemble. Et donc, pour nous, ça, c'est quelque chose qui nous dit, alors c'est du qualitatif, hein, mais qui a un impact social assez important. Et puis, il y a plein de choses qui se modifient aussi chez les gens dans l'apprentissage du vivre ensemble, enfin du faire ensemble, on ne va pas dire le faire ensemble. Voilà. Et l'impact environnemental, ben, la boucle alimentaire qui est générée ici, avec de la production, transformation, commercialisation sur site, ben, on ne peut pas se le cacher, c'est vrai que ça diminue l'impact. Et c'est aussi pour ça qu'on n'est pas là aujourd'hui. Notamment, c'est parce que prendre la voiture pour faire une visio d'une intervention de 45 minutes, maintenant on essaye de ne plus le faire. Alors, Internet consomme aussi. Hein. Mais voilà. Donc, mais effectivement, ce serait intéressant de pouvoir mesurer plus précisément l'impact, même si pour nous, il est assez complexe à définir. Ok, mais merci beaucoup. Effectivement, vous le touchez du doigt. En fait, l'impact principal, c'est un impact de lien social, et ce qui est vraiment pas anodin là où vous vous installez. Et en fait, comme le disait Amélie Cole tout à l'heure, la plupart de ces initiatives, souvent, ce qui est le plus visible et sans doute le plus important au départ, c'est de créer du lien et d'avoir cet impact social avant même de pouvoir aller mesurer cet impact environnemental qui sans doute vient dans un second temps, surtout en fonction des priorités des personnes avec qui on fait ces projets. Je me tourne vers VRAC. Vous avez également de nombreux projets pour la suite. Je pense que vous pourrez nous en parler, notamment avec la sécurité sociale de l'alimentation. Je voulais aussi vous poser une autre question sur l'intérêt de l'évaluation. Il me semble que vous avez eu une évaluation un peu plus poussée grâce à l'étude. Est-ce que vous pourriez nous en parler et plus généralement de l'utilité, selon vous, de l'évaluation? Merci. Tu l'as un peu dit, Alexia, tout à l'heure, les structures sont dans leur rythme, leur quotidienneté, et le temps de l'étude, le temps de l'évaluation, c'est chronophage, et c'est des choses qu'on a du mal à faire parce que ça coûte de l'argent, ça prend du temps.
Donc c'est quelque chose souvent de choses qu'on fait pas en fait. Et là, ça nous a permis quoi? Ça nous a permis de faire le pas de côté, de prendre de la hauteur et de nous sortir de notre quotidienneté. Je refaisais un peu le fil là en travaillant ce temps d'échange avec vous tous. Je me disais, mais en fait, depuis 2020, il y avait cet enjeu d'urgence climatique qu'on s'est posé, du coup, on a lancé ce projet-là. Ensuite, il y a eu l'urgence sanitaire, et du coup, on a lancé les groupements d'achat sur les campus universitaires. Là, il y a l'urgence de l'inflation, et du coup, il faut travailler pour faire baisser le prix de nos produits. En fait, on est toujours à répondre à l'urgence, et du coup, on n'a pas cette vue systémique d'ensemble, cette prise de hauteur, pas de côté, qui nous permet de penser des réponses qui apportent une réponse d'ensemble à l'ensemble de ces problématiques-là. Voilà, on fait que répondre à mettre de petits pansements sur une problématique qui est bien plus large. Et donc voilà, l'intérêt d'une étude, l'intérêt de justement pouvoir faire ce pas de côté, c'est vraiment de penser à une vision beaucoup plus systémique. Du coup, est-ce que je développe sur pourquoi la SSA? Parce que c'est vraiment lié aussi à cette étude. C'est j'y vais. Donc la sécurité sociale de l'alimentation, SSA, c'est une réponse justement systémique aux enjeux de notre système alimentaire durable. C'est quoi la SSA? C'est de se dire qu'aujourd'hui, on a un système alimentaire qui dysfonctionne. D'une part, sur l'axe de la production, on a un secteur agricole qui va mal avec tout un paquet de curseurs qui sont dans le rouge. Sur l'axe de la distribution, on voit qu'aujourd'hui, il y a un monopole de l'agro-industrie, de la grande distribution et un fonctionnement qui tourne pas rond non plus. Et sur l'axe de la consommation, on a aujourd'hui une aide alimentaire qui explose, des banques alimentaires qui n'arrivent plus à s'approvisionner en denrées. Donc un peu sur tous les maillons de la chaîne de notre système alimentaire, ça craque. Et donc il faut penser à une politique structurelle, donc la sécurité sociale de l'alimentation y répond à notre sens. Donc c'est quoi? C'est de s'appuyer sur ce qui a été pensé sur l'après-guerre par le Conseil national de la résistance, là où ils ont pensé un système de protection sociale lié à notre santé, à notre retraite aussi, où on va mettre un pot commun, on va cotiser tous ensemble selon ses moyens et on va en bénéficier selon ses besoins. Donc on a fait de la santé un bien commun, et aujourd'hui ça ne nous gêne pas de sortir notre carte vitale, quels que soient nos revenus, pour pouvoir se soigner gratuitement dans des lieux conventionnés qui sont des pharmacies. On peut se dire qu'avec l'alimentation, c'est pareil. On peut tout à fait avoir un budget dédié à l'alimentation. On a notre carte vitale alimentaire qui nous permet d'aller dans des lieux conventionnés où on va pouvoir acheter notre alimentation avec un budget dédié. Et cette alimentation, elle est conventionnée par les citoyens et ça permet de dire qu'est-ce qu'on veut manger. On veut manger une alimentation qui est produite localement par des producteurs qui arrivent à se payer dignement de leur travail. Ils n'ont pas besoin de mettre des produits qui détruisent les sols parce qu'ils ont le temps pour bien travailler. Voilà, donc c'est tout ça, la sécurité sociale de l'alimentation. C'est un projet d'ampleur et là, on est en train de l'expérimenter, en tout cas de définir le cadre d'une expérimentation en Gironde. Super, merci beaucoup. Je pense qu'on aura sans doute d'autres questions là-dessus. Ensuite, c'est pour terminer juste cette phase de témoignage avant de passer aux questions. On se tourne vers Coaction Agri. Cécile Marsan, et avec Coaction Agri, vous êtes très, très investie dans les concertations sur la loi d'orientation agricole qui ont été lancées en décembre par Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, qui a pour but principal en fait de pallier au départ massif en retraite à venir de milliers d'agriculteurs. Et vous proposez justement une approche intéressante pour pallier à cette menace, si j'ose dire, pour notre système alimentaire. Et j'aurais bien voulu vous entendre dire un mot là-dessus et aussi sur votre approche de l'évaluation qui est assez différente des autres finalement et assez intéressante. Oui, alors sur notre préoccupation du moment, c'est tout à fait ces phases de concertation dans le cadre de la nouvelle loi d'orientation agricole. Alors on le fait pas tout seul, on s'associe à des réseaux ici au niveau de la région, mais aussi à des réseaux nationaux pour faire reconnaître principalement. Donc toujours sur la phase, en fait, les enjeux agricoles sont énormes et interviennent à différents niveaux sur les pratiques culturales, sur la question de l'eau, mais aussi sur la question de la répartition du foncier, évidemment. Et nous, on est plutôt positionnés sur la question de l'installation et de la transmission. Et on œuvre aujourd'hui au niveau national pour un plaidoyer afin de faire reconnaître le statut de salarié associé en coopérative
comme un statut possible d'installation et pour que les salariés associés en coopérative puissent être d'abord reconnus par la profession agricole comme des vrais agriculteurs, parce que c'est pas toujours le cas, parce que ce mot de salarié inquiète parfois les réseaux agricoles d'accompagnement à l'installation en tout cas, et donc faire reconnaître ce statut-là et pour que nos agriculteurs en coopérative puissent aussi avoir accès aux aides agricoles, aux aides européennes. Parce que ça, c'est un vrai enjeu pour le Donc déploiement. aux aides de la PAC. Ouais, voilà, ouais. tout à fait, aux aides de la PAC. Et c'est un vrai enjeu aujourd'hui pour le déploiement de ce statut, de statut coopératif dans l'agriculture, puisqu'actuellement, en fait, seules certaines aides sont possibles pour les coopératives et en fait, une bonne partie ne peut pas être mobilisée par les entrepreneurs en coopérative. Donc aujourd'hui, voilà, les entrepreneurs salariés, le statut d'entrepreneur salarié associé en agriculture commence à se développer. Le nombre de coopératives, donc avec statut, SCOP ou SIC en agriculture est aussi en train de se développer. Mais pour pouvoir déployer plus massivement le modèle, on a vraiment besoin de ce soutien-là et de l'éligibilité à ces aides. Voilà. Donc ça, c'est le travail qu'on mène entre maintenant et puis le mois d'avril à différents niveaux et dans plusieurs réseaux, quoi. Voilà. Et votre point de vue sur l'évaluation? Oui, et alors l'évaluation, je reprendrai pas ce que tu viens de dire ou ce qu'Amélie a pu dire. C'est pour nous un temps vraiment crucial dans le développement de l'activité parce que ça permet en fait de faire ce stop, ce pas de côté. Ça permet de prendre conscience en fait justement de notre utilité sociale et dans l'agriculture en particulier. Ça nous a permis aussi ça nous a permis et surtout aux entrepreneurs agriculteurs en fait de faire ce stop. Ça leur a permis de prendre conscience aussi de leur action d'intérêt général finalement, puisqu'en fait, eux, de par leur pratique, ils font ça de manière tout à fait naturelle et en fait, de s'arrêter et de mener ces évaluations et surtout, en fait, après, de pouvoir connaître les résultats et de communiquer sur les résultats des évaluations, ça permet à la fois au maraîcher, à l'agriculteur de prendre conscience de son action sur le climat, sur les sols, sur la qualité de l'eau, etc. Mais c'est aussi un moyen pour eux, et nous on les accompagne là-dessus en fait, c'est un moyen pour eux de développer leur activité et la plupart des agriculteurs qu'on a dans la coopérative utilisent la commercialisation en circuit court et en fait par ce biais grâce à la proximité qu'on a, qu'ils peuvent avoir en fait avec les consommateurs, ça leur permet de faire visiter la ferme, d'expliquer comment ils cultivent et de valoriser en fait ces pratiques agroécologiques et qui contribuent en fait à maintenir des sols, à régénérer la biodiversité, à faire attention à la qualité de l'eau. Et c'est ça en fait qui est vachement important parce que on a des producteurs conscients de leur action et on a des consommateurs en face qui sont aussi conscients de pourquoi, quels gestes de consommation ils font et pourquoi ils le font, quoi. Super, merci beaucoup. Merci à tous les 4 pour vos interventions. Désolée, ça va encore être à vous. Madame Marsan, quelle relation avez-vous avec les chambres d'agriculture pour la partie accompagnement du coup des producteurs? Est-ce que vous êtes complémentaires et comment? Alors pour l'instant, on essaie de travailler dès le début, c'est-à-dire avec les points d'accueil installation pour faire connaître cette possibilité. Et pour l'instant, en fait, c'est le premier niveau.
puisqu'on a besoin, comme je le disais, hein, c'est pas un statut qui est connu, et donc on a besoin en fait d'avoir de la visibilité et que les porteurs de projets qui souhaitent s'installer puissent avoir accès à cette information. Il est aussi possible de s'installer en coopérative, quoi. Donc ça passe par les points accueil installation, ça passe ou ça pourrait passer par les points accueil installation. Voilà, donc c'est la première démarche, quoi. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question à la Grange de Grospuy. Est-ce que dans le cadre de vos activités, vous faites aussi, comme à l'image de VRAC, des actions, alors, si j'ose dire, sensibilisation des gens avec qui vous réalisez le projet, notamment sur le volet réduction des aliments carnés, etc. Ou c'est pas quelque chose que vous faites forcément? Je sais pas si... Par rapport à la problématique de la viande, c'est pas non, on est plus dans le circuit court et local sur la solidarité. Une des valeurs principales, c'est la solidarité aussi envers les producteurs, et donc de permettre d'avoir des produits de producteurs accessibles à tous, qui sont souvent des produits assez chers, en tout cas plus onéreux, et c'est souvent un choix éthique personnelle qui prédomine, mais du coup, c'est rendre accessible avant tout ces aliments-là. Mais après, il y a aussi une dimension d'ouverture, dans le sens où on essaye aussi de... il y a tous des débats éthiques qui sont amenés dans le groupe aussi, de manière générale, où nous, en fait, on change nos pratiques aussi de manière générale. Donc, petit à petit, ça vient, mais c'est pas le cheval de bataille du projet, quoi. Hein, le chantier. Pour illustrer, on fait des gros chantiers en été, chantiers collectifs. Et à ce moment-là, volontairement, les repas sont végétariens, voire véganes. Du coup, c'est le moment de l'année, pas mal de gens se rendent compte qu'en fait, manger, pendant qu'on fait du physique pendant 15 jours, manger des légumes, voilà, et des céréales, et des... Peu de produits laitiers, en fait. Pas de produits laitiers, ouais. Pas de viande, en fait, ils trouvent ça bon et ils ne sont pas fatigués. Et donc, c'est le seul moment de l'année, on va dire, qu'on essaye de générer ça, mais c'est vrai que le reste de l'année, on est assez tolérants, nous. Hein. On s'est même posé la question si à un moment quelqu'un veut mettre du coca dans l'épicerie. On s'est dit, on veut rester ouvert, donc si c'est la décision, il y aura du coca dans l'épicerie. Il n'y en a pas. Et voilà, pour illustrer un petit peu, c'est pas, comme Antoine disait, c'est pas un cheval de bataille. Mais c'est sûr que dans la dynamique du projet, la boucle alimentaire, ça amène à se poser des questions. Il y a réellement un changement. Nous, déjà personnellement, mais oui, on consomme local, donc on fait de plus en plus avec ce qu'on a dans la transformation, on autoproduit. Voilà. Donc, fatalement, il y a cette question-là qui arrive, quoi. On mange pas beaucoup de viande. Pas beaucoup de viande, quoi. C'est devenu plutôt rare. Ok, merci beaucoup. Juste une petite question technique très rapidement, si vous pouvez y répondre. Est-ce que la Grange de Grospuy est propriétaire du bâtiment? Et si oui, comment est-ce que c'est fait l'acquisition? Enfin, comment elle a été financée, quoi? Du coup, l'acquisition, elle s'est faite avec les 5 initiateurs du projet qui ont mis en commun leur argent, un pécule d'argent, qui a permis de se lancer. Sinon, voilà, on n'avait pas d'aide, rien. C'était le moment d'acheter. On se dit, bon, on y va, on fonce. Donc, on se dit, on a acheté. On a fait un bail amphithéotique à l'association de 18 ans. Donc, c'est là qui est gérante du lieu pour 18 ans. Et on aimerait changer le statut à terme. C'était tout un bordel. On a créé une SCI qui devait devenir propriétaire du bâtiment, mais ça ne s'est pas fait. Bref, c'est un détail. Mais du coup, on a mis dans les statuts aussi de l'asso, la SCI, si jamais un jour on devait, pour X raisons, revendre le bâtiment, on ne ferait pas de plus-value. Nous, les 5 personnes acheteuses ne feraient pas de plus-value du bâtiment. Et donc, du coup, actuellement, c'est un bail amphithéotique de 18 ans. Mais c'est un réel problème. Hein. La question sous-jacente, nous, on a tout ce qui touche au foncier, au bâti, c'est une réelle problématique parce que, par exemple, on a une toiture à refaire sur 400 mètres carrés. En autofinancement avec l'association, c'est très compliqué, surtout qu'on fait du solidaire et donc on ne fait pas de marge. Du coup, on a peu de trésorerie d'avance. Et donc, aucun financeur public, pour l'instant, actuellement, ne finance des travaux de gros œuvres sur du bâti privé. Et c'est vrai qu'en fait, on est des mécènes de notre propre projet.
ça nous dérange pas, mais on avait les moyens de le faire. Mais c'est très compliqué pour plein de gens. On a plein de gens dans le coin qui ont du mal. La question du bâti et du foncier, c'est souvent un nœud dans le démarrage des projets. Donc, du coup, là, Effectivement, c'est souvent un frein, ouais. Je vais juste désolée, on doit juste prendre une dernière question, parce que j'avais vu une question sur acclimatation. Acclimatation n'intervient que sur question du coup. Est-ce que ça n'intervient que sur l'agglomération bordelaise et quel rôle peuvent jouer les collectivités pour impulser la création d'une structure VRAC sur leur territoire? Okay. Sur Acclimatation, donc en effet le collectif associatif qui porte l'expérimentation de SSA, c'est l'historique du collectif qui a 3 ans avec des acteurs girondins qui sont il y a une structure qui est sur Sainte-Foy-la-Grande, une autre structure qui est en Sud-Gironde, et après c'est essentiellement des acteurs métropolitains bordelais en effet. Donc expérimentation plutôt girondine à ce jour. Mais l'enjeu vraiment d'une expérimentation d'un projet comme celui-ci, c'est du local parce que c'est tellement révolutionnaire. Ça vient bousculer tellement de pratiques que ça ne peut se faire qu'à l'échelle locale. Hein. Une démarche comme celle-ci, ça peut s'expérimenter qu'à l'échelle locale. Mais derrière, il va falloir qu'en effet, ça change d'échelle si on veut qu'à un moment, ça émerge pour un changement sociétal. Ouais. C'est pour ça qu'on peut appeler ça, entre guillemets, une innovation sociale dans le sens où vous voulez vraiment c'est une expérimentation pour l'élargir à l'ensemble de la société. C'est pour ça que je le soulignais tout à l'heure. Accessibilité alimentaire à vraiment tout le monde, quoi. C'est pas seulement le public auquel vous vous adressez aujourd'hui. Et ben, merci beaucoup, Monsieur Trezeguet, Madame Marsan, et puis Monsieur Debost et Liberte en ligne pour ces témoignages qui, j'espère, auront permis d'éclairer un peu ceux qui portent déjà des projets ou qui souhaitent en porter. Je pense que vous pourrez répondre aussi aux questions sur vos sites respectifs. Les auditrices et auditeurs pourront trouver toutes les informations adéquates. Merci beaucoup. Et puis, on va passer maintenant au temps de clôture institutionnelle. Donc, je vais inviter ceux qui sont en présentiel à me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Et puis, ceux qui sont en distanciel à bien vouloir monter sur scène. Alors, je vais juste vérifier qu'on a bien tout le monde. Alors, on devrait avoir Emmanuel Barraud et Madame Geneviève Barra. C'est bon. Donc, juste pour vous faire un petit tour de table, donc, nous avons Emmanuel Barraud, chef de l'unité alimentation et industrie agroalimentaire à la DRAF Nouvelle-Aquitaine. Adil Taoufik, à ma droite, directeur territorial Grands comptes régionaux et l'innovation à la Banque des territoires. Geneviève Barra, en ligne, conseillère régionale déléguée à la ruralité au circuit court et qui pourra nous parler du pacte alimentaire. Et enfin, à ma droite, Maud Caruel, vice-présidente du conseil régional en charge de l'économie sociale et solidaire, de l'insertion de l'économie solidaire et des déchets. On va et des déchets. On va commencer par vous, si vous voulez bien nous dire votre point de vue sur les sujets abordés aujourd'hui. Oui, bonjour à toutes et à tous. En tout cas, moi, je voulais remercier le travail qui a été effectué par Let's Food et puis Verticolab et PQNA et derrière les services en coulisses de la région Nouvelle-Aquitaine, services ESS et agriculture, parce qu'il y a eu un vrai travail en transversalité par rapport à cette demande d'études et ce travail fourni. L'objectif, c'était vraiment de valoriser ce qui se fait ici sur le territoire de notre grande région Nouvelle-Aquitaine, de mettre en lumière les initiatives. Vous l'avez vu là avec les 3 porteurs de projets qui ont des beaux projets développés sur leur territoire. Et nous, ça nous donne aussi matière côté région. Après, Geneviève Barra prendra la suite sur la partie agriculture. Mais en tout cas, ça nous donne matière derrière pour venir justement aussi alimenter nos politiques publiques. Là, en ce moment, on est en train de retravailler notre feuille de route Néoterra, qui est une feuille de route qui conditionne nos politiques publiques en matière de transition environnementale et énergétique. Donc voilà, ça. Et ce qu'on retravaille en ce moment, c'est aussi sur ces transformations sociales et sociétales. On en a beaucoup parlé, les différents intervenants en ont parlé, et aussi en tout début de présentation. Et c'est vraiment ça, c'est comment on s'investit sur les territoires, comment on investit nos terres, le foncier, pour entreprendre, exploiter autrement.
et les exemples sont vraiment parlants. Et je crois que ça va donner, comme le disait une des intervenantes, c'est donner à voir. Et aussi s'inspirer et se dire tiens, sur mon territoire, qu'est-ce que je vais pouvoir aussi mettre en œuvre? Il y a les citoyens, il y a des acteurs publics qui sont en demande, il y a des producteurs, des exploitants qui veulent aussi faire différemment, et donc comment on embarque tout le monde dans ces nouvelles aventures et dans ces transformations sociales et sociétales. En tout cas, merci à tous pour le travail et puis cette organisation du webinaire. Merci beaucoup. Je propose à Madame Geneviève Barra en ligne du coup de prendre la suite. Bonjour à tous. Oui. Merci de l'organisation de ce webinaire qui nous permet de jointer un peu tout ce qui peut se faire comme initiative, et par rapport aussi à ce qu'on a fait depuis 2017 sur la feuille de route, à l'appel à projets circuits alimentaires locaux, qui étaient vraiment des projets de coopération avec, voilà, mettons peut-être un peu plus macro, mais on avait aussi beaucoup de petits projets parce que, voilà, la nature a un peu horreur du vide. C'est vrai que l'engouement pour la localisation est très fort. Donc, il faut aussi fabriquer des nouveaux circuits de distribution, de production, puisqu'on a vécu, l'agriculture a été dans une filière longue, elle a approvisionné des grandes villes, on a vu pendant le Covid, voilà, elle est efficace sur la sécurité alimentaire. Bon, après, aujourd'hui, cet local. Donc, c'est pour ça qu'en 2018, on a lancé la feuille de route agriculture, alimentation, territoire qui dans un premier temps avait associé tous les acteurs de l'amont, y compris de partout, de la Fédération Bio, en passant par les chambres d'agriculture, par le réseau Impact, les CIVAM, enfin tout ce qui pouvait exister au niveau de l'organisation agricole, la fédération des coopératives, naturellement. Voilà. On a bien avancé, c'était assez concluant. Donc, on a décidé de renouveler en 2021 le pacte alimentaire. Alors, que je vois que la DRAF est là. Donc, naturellement, la feuille de route avait été faite en coaction avec la DRAF et on a renouvelé l'exercice avec le pacte alimentaire. Voilà. Donc, on a élargi à tout le monde, on a élargi à l'aval, on a élargi aussi à tous les services de la région. On travaillait déjà avec la DATAR et avec déjà pas mal de services, et l'éducation, notamment sur la restauration collective, le bio et le local. On a élargi à la solidarité, à l'ESS, et on en est très content. La preuve, aujourd'hui, on voit que plein de choses fourmillent sur le territoire. Le problème, c'est de les rendre efficaces sur la durée, et que il y a beaucoup de choses qui reposent sur l'associatif. L'associatif est très puissant, mais il faut toujours se méfier de l'usure des bénévoles, quoi, bon, moi, j'ai eu la vie associative avant. On sait que le bénévolat est souvent un problème sur la durée. Donc, on est, nous, à l'agriculture, très attachés au système économique. Donc, je vais vous le faire court. Le pacte alimentaire, c'est d'abord affirmer que la région est souveraine. Je crois qu'aujourd'hui, parler de souveraineté alimentaire, je crois que ce n'est pas un gros mot, quand on sait qu'aujourd'hui, on importe 60% des fruits et légumes, je ne sais pas combien, enfin, c'est très inquiétant sur des grandes régions agricoles de savoir qu'on peut ne pas fournir localement. Le but, le pacte alimentaire, l'alimentation, c'est une des 3 objectifs de la région du service agriculture, qui est l'installation. Alors, l'installation, vous allez voir venir, on va ouvrir les portes. On sait qu'aujourd'hui, le renouvellement n'existe plus à l'intérieur du monde agricole, donc il faut ouvrir et faire rentrer des nouvelles initiatives et ce qu'on appelle des hors-cadres familiaux. Le deuxième, c'est comment favoriser la transition agroécologique. Et le troisième, c'est une alimentation de qualité, durable et le plus possible locale et produit en région. Donc, 3 objectifs partagés: création de la valeur ajoutée et de juste rémunération des agriculteurs, produire
une alimentation saine et durable, naturellement, en avançant dans la transition agroécologique, les pesticides, tous les problèmes cruciaux, la qualité de l'eau, enfin, une seule santé. Bon, on a un pari énorme sur l'agriculture et accéder à une alimentation locale, durable, pour tous. Voilà, pour tous. Donc, c'est cinq actions, produits locaux dans tous les circuits, de formation agricole exemplaire, parce qu'aujourd'hui, l'agriculture doit se former. On ne peut pas, il faut. Alors, c'est peut-être de la formation continue, il faut peut-être inventer des nouvelles façons de se former. Une relation de proximité entre les consommateurs et les producteurs et priorité aux produits locaux dans la restauration collective. On a un grand travail qui est fait avec le groupement de gestionnaires de nos lycées qui gère aussi les collèges. On a vraiment progressé, c'est très intéressant, on a des résultats très encourageants et nos gestionnaires ont eu le prix de la commande publique. Et l'ensemble des territoires impliqués, là on continue puisque de toute façon on sait qu'il y a tout ce qui est les plans alimentaires territoriaux, mais je pense que la DRAF en parlera. Après, vous dire que donc on continue ce qu'on avait fait et on va rajouter, on a mis un accent sur le former les acteurs, les consommateurs, et on sait que entrer de la nourriture locale bio dans les collèges, dans les lycées, dans la restauration collective, c'est aussi former les futurs consommateurs à être un peu exigeants et avertis. Et naturellement, le grand projet de favoriser la solidarité alimentaire. Bon, aujourd'hui, on peut être désolé que la PAC n'ait pas accordé plus d'argent. On donne 150 fois moins que les États-Unis par rapport à la solidarité alimentaire. On sait que c'est au niveau de la PAC qu'on a des possibilités d'action, mais aujourd'hui, on va quand même travailler avec le service solidarité, avec les banques alimentaires. Il faut qu'on avance et il faut qu'on globalise. Ce pacte alimentaire, il a vocation à globaliser, que tout le monde se retrouve, que personne ne soit exclu. C'est quand même un pari de pouvoir se nourrir bien et suffisamment, et voilà. Donc, merci de cette organisation et je pense qu'on avance. Merci à vous. Je crois que Madame Carole voulait juste revenir. Non, en fait, elle a bien délayé Geneviève. C'était juste voilà que nous on est en soutien, on a été en soutien, on sera toujours en soutien financier. Voilà sur l'expérimentation, sur là on a parlé de sécurité sociale alimentaire, on vient en soutien sur cette via l'AMI Innovation Sociale. Voilà, on est présent sur la création, sur le déploiement, voilà, dans le domaine du système alimentaire durable. Je suis d'accord, Maud, je suis parfait parce que je sais qu'il se passe depuis 2016 déjà sur l'AMI social, il se passait des choses. Il s'en est passé aussi en ruralité, il s'en est passé à la data. Nous, on a soutenu beaucoup dans le cluster ruralité des expériences à petit volume, dans des communes, et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on continue parce que le pari, c'est d'avoir des agriculteurs. Après, je ne rentre pas sur la politique foncière, je sais que ça a été très difficile. Moi, je considère qu'une PAC qui continue à aider et qui ne limite pas l'agrandissement, qui ne plafonne pas, contribue à ce qu'il y ait une captation du foncier par des grosses exploitations. Voilà, après, on a un contrôle des structures, on a des choses, ça c'est plus le rôle de la DRAF. Mais bon, sincèrement, je pense que là, c'est vraiment un enjeu. Moi, en plus, j'ai la ruralité, je sais que c'est la première économie des territoires ruraux. Moi, personnellement, comme vous le savez, je suis agricultrice, fondation d'une coopérative, et j'ai un groupement d'exploitation en commun qui est quand même un bel outil. Sachez que les groupements d'exploitation en commun, l'Europe veut nous les supprimer depuis longtemps. En France, c'est la spécificité française. Aujourd'hui, on peut s'installer en prenant des parts sociales dans un groupement d'exploitation en commun et on peut devenir agriculteur même si on n'a pas trop d'autofinancement, de choses et qu'on n'est pas enfant d'agriculteur. Voilà, je crois que là, il y a un vrai pari. Moi, c'est mon combat depuis toujours. Donc, je pense que, voilà. C'est un enjeu, c'est grave, c'est très grave quand même. Voilà. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup de filières, c'est très compliqué et aujourd'hui, on peut le dire, on a énormément développé le bio, on a énormément développé le local, les produits de qualité. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, avec l'angoisse sur le pouvoir d'achat, on a une baisse de consommation de tous ces produits. C'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras, au contraire, il faut tenir le cap.
Voilà. Et ça, on l'aura en intégrant des nouveaux agriculteurs, d'autres façons. Voilà. Après, je crois que le pacte alimentaire recouvre toute la bonne volonté de tout le monde. Vous savez, on a même la grande distribution. Hein. Bon, pour l'instant, on avance. Chacun a son petit plan d'action. Mais- Que tout, c'est mais- que rien, personne ne soit à l'écart et que tout soit fait en même temps. Merci beaucoup pour ce mot. On va passer au point de vue de la Banque des Territoires, si vous le voulez bien, monsieur Taoufik. Une fois de plus, je m'associe à tout le monde pour remercier la démarche, pour souligner la qualité de l'étude et l'intérêt qu'elle a pour nous tous, en fait, parce que c'est des sujets qui sont en train pas de se constituer, mais plutôt de se stabiliser. On voit que du côté État, du côté région, du côté Banque des Territoires, j'y viens bientôt, on est tous mobilisés sur ce sujet. On avance en marchant, que ce soit sur les questions alimentaires, d'innovation sociale, et puis le lien qu'il y a entre les deux et on en parlait juste avant, qui se retrouve très, très souvent. Pour ce qui concerne la Banque des Territoires, qui donc travaille en faveur de l'intérêt général et en appui des politiques publiques, on vient appuyer des projets, que ce soit des projets de collectivité ou de porteurs de projets particuliers, privés. Notre objectif, pour synthétiser et aller rapidement, c'est de permettre aux collectivités de développer des circuits courts, bien entendu, de proximité et des filières locales de qualité, de contribuer à fédérer les différents acteurs d'un territoire autour de la mise en œuvre de systèmes alimentaires territorialisés, donc pour réduire le nombre d'intermédiaires, on en a déjà discuté, que ce soit pour réduire du coup les marges, mais aussi pour avoir de la logistique avec moins de conséquences pour le climat, et puis enfin de mieux accompagner les demandes sociétales en matière de transition alimentaire. On a parlé de bio, on a parlé de véganisme, on n'a pas parlé, mais les gens sont de plus en plus flexitariens, et donc du coup, il y a à la fois une volonté des acteurs de travailler différemment, et puis il y a aussi un écho du côté de la population, et ça, faut le prendre en compte, a fortiori dans une région qui est extrêmement agricole, qui est quand même un point assez fondamental, avec beaucoup de diversité, et donc du coup, ça suscite beaucoup de questions complémentaires. Comment nous, on intervient Banque des Territoires? Alors évidemment, on peut intervenir sur la base, au cas par cas, dans le cadre d'expérimentation, de subventions, mais l'objectif est plutôt d'accompagner une démarche intéressante et de continuer à réfléchir sur les thématiques. Nous, ce qu'on va faire avant tout, c'est intervenir en fonds propres, donc investir dans des entités privées ou alors aux côtés de collectivités, de façon à soutenir des projets qui visent principalement soit des unités de transformation, des légumeries ou conserveries, alors issues d'un projet alimentaire de territoire et qui permet d'apporter le chaînon manquant entre les producteurs et la restauration. On va aussi travailler sur la distribution des plateformes de logistique ou de distribution des développements de circuits courts. Donc ça, tout ça, c'est des choses qui vont nous intéresser. Et puis, bien entendu, des modes de production alimentaire alternatifs et innovants avec des exploitations intégrées. Enfin, j'ai deux exemples qui viennent en tête, à savoir les nouvelles fermes, en fait, qui est une ferme d'aquaponie qui vise précisément à produire dans une serre non chauffée, non refroidie, des produits de qualité avec un circuit fermé, et donc qui utilise beaucoup moins d'eau que sur une activité, sur une exploitation agricole classique, mais surtout qui permet d'intégrer cette ferme à un milieu urbain. C'est tout l'intérêt. L'objectif est absolument pas de remplacer d'autres modèles agricoles. L'objectif est de répondre à une demande des collectivités et qui va permettre justement d'aller alimenter ici des légumeries, des conserveries, des cantines scolaires, etc., etc. Et puis un autre sujet qui revient aussi sur des thématiques qui ont déjà été abordées dans ce webinaire, mais par exemple la ceinture verte, qui est une SIC également, et qui vise en fait à mutualiser des moyens, des outils, de la formation, le foncier aussi, on en a parlé, la question foncière est quand même assez fondamentale, de façon à permettre l'installation d'agriculteurs qui souvent n'étaient pas agriculteurs auparavant et qui vont essayer, dont le souhait est de produire sur les meilleures valeurs environnementales, bio, etc., etc. Donc en fait, ils mutualisent toutes ces charges en termes de temps, de coûts pour les agriculteurs qui souhaitent s'installer, et qu'ils les forment aussi de façon à ce que les agriculteurs ne s'intéressent qu'à l'exploitation de leur activité. Voilà en gros pour la Banque des Territoires. Merci beaucoup, et on va terminer par Emmanuel Darroux, donc chef de l'unité alimentation et industrie agroalimentaire à la DRAF Nouvelle-Aquitaine. Oui, merci. Merci pour l'invitation, et je vais également renouveler les remerciements face à la présentation des résultats de cette étude.
confiée par la région, très, très intéressante, très riche. Et je remercie également les témoignages, les initiatives très intéressantes qui nous ont été présentées. Alors, je ne vais pas reparler du pacte alimentaire puisque Mme Barra l'a très bien détaillé, mais nous sommes bien évidemment aux côtés de la région pour le déploiement de ce pacte et du plan d'action qui en découle. Et qui est bien évidemment dans la ligne de conduite de l'État et en particulier du PNA, du Programme national pour l'alimentation, donc qui revêt un certain nombre de thématiques, dont l'ancrage territorial, la justice sociale, l'éducation alimentaire, le gaspillage, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et à ce titre, effectivement, les PAT ont été identifiés comme étant des leviers intéressants pour travailler pour accélérer cette transition alimentaire, et ils revêtent à la fois des enjeux sociaux, économiques, environnementaux et sociaux. Donc nous, ce sont les projets que nous soutenons en priorité. Nous accompagnons l'émergence de ces projets, mais nous avons également soutenu des projets d'investissement dans le cadre de projets plus avancés. C'était dans le cadre du plan de relance. Moi, je voulais réagir sur je partage un peu ce qui a été dit, mais je voulais réagir sur la partie évaluation de l'impact de l'ensemble de ces projets et initiatives. On a bien conscience que c'est un travail complexe et chronophage. Et donc, je suis vraiment intéressée par les outils qui vont être produits suite à cette étude qui, je pense, pourra nous aider, nous, institutionnels, mais également, effectivement, les porteurs de projets sur les outiller, en tout cas, sur la prise de recul nécessaire pour évaluer l'impact de ces initiatives, mais également aider les porteurs de projets à éventuellement réorienter leurs actions. L'évaluation permet aussi cela. Et je voulais informer que justement le réseau national des PAT, dans le cadre du projet EvalPat, avait déjà travaillé sur ce sujet évaluation pour déjà recenser les outils existants, toujours dans l'idée de ne pas y consacrer un temps fou, puisqu'on sait que les porteurs de projets, ce n'est pas forcément la priorité de travailler sur l'évaluation, mais elle est nécessaire. Donc, il y a cet état des lieux fait par le RNPAT que vous pouvez consulter directement sur leur site, et une étude qui est actuellement menée par l'ADEME, une étude un peu plus approfondie justement sur cette partie évaluation, et qui a pour objectif à l'automne de fournir un outil d'aide à la décision pour travailler sur cette évaluation d'impact de ces projets. Donc, j'espère qu'il sera bien disponible à l'automne. Voilà ce que je voulais dire sur cette partie évaluation, et dire aussi que nous avons demandé à Pays Quartier de Nouvelle-Aquitaine de travailler aussi sur cette thématique de l'évaluation, et déjà de faire un état des lieux de l'avancement des réflexions des PAT de la région sur cette thématique-là. Voilà. Et je voulais aussi dire que sur le volet plus social de ces projets, que l'accent avait été mis cette année dans le cadre de l'appel à projet du PNA, qui comprenait un volet, donc toujours pour les PAT émergents, vraiment axer ces projets, ou orienter et soutenir les projets qui s'emparaient du sujet accessibilité alimentaire, précarité alimentaire, donc dire qu'on avait bien dans notre ligne de conduite ces thématiques-là, et que d'ailleurs les lauréats de cet appel à projet sont récompensés aujourd'hui au Salon de l'Agriculture par le ministre de l'Agriculture. Voilà, merci encore. Merci beaucoup à tous les quatre pour ces conclusions. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire qui a été enregistré et donc qui vous sera disponible en replay très prochainement. N'hésitez pas à vous tenir informés sur les démarches alimentaires de territoire avec PQNA
Notre prochain webinaire sur la thématique sera sur l'accessibilité alimentaire en quartier politique de la ville et aura lieu en mai. D'ici là, on vous souhaite une excellente journée et un bon revisionnage.